Le mondial, la France entière est derrière son équipe. Les Bleus vont affronter dans 1 heure le Brésil. Un parfum de finale pour ce match où le cœur des supporters va battre la chamade. Le mondial où le Portugal, il y a un instant, s'est qualifié pour les demi-finales au tir au but contre l'Angleterre. Alerte à la canicule dans 9 départements. Le sud-est est concerné, mais aussi Paris et les alentours. Des températures élevées la nuit et un thermomètre qui s'affole. Prenez vos précautions. Le projet socialiste pour 2007 a été ratifié par les délégués réunis à Paris à une très large majorité. Pour François Hollande, le parti n'a pas le droit de réduire la présidentielle à une question de personne. Il craint le choc des ambitions et appelle la gauche au rassemblement. Laurent Fabius est l'invité de ce journal. Le Tour de France, c'est parti. Après l'élimination d'une dizaine de coureurs impliqués dans une affaire de dopage, le peloton est ouvert à tous. À Strasbourg, lors du prologue, c'est un Norvégien qui s'est emparé du premier maillot jaune. Et puis en Chine, l'inauguration de la ligne de chemin de fer la plus haute du monde. Désormais, le Tibet sera relié par voie ferrée au reste du pays. La ligne culmine à plus de 5000 mètres d'altitude. Ce train en partant de Pékin rejoindra Lhasa, la capitale du Tibet, en 2 jours. Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de ce journal, évidemment le mondial. C'est dans 1 heure maintenant que l'équipe de France va jouer sa qualification pour les demi-finales. Depuis 8 ans, on attendait cette rencontre choc, rencontre mythique France-Brésil. 2 équipes qui se connaissent bien et un face-à-face sur le terrain entre Zidane et Ronaldo. Les Bleus sont confiants, ils sont prêts. Alors à quoi ressemblait la journée des tricolores aujourd'hui, entre concentration et repos avant d'entrer dans le stade? Manuel Tissier, Vincent Bouffartigue. C'est l'heure de sortir du bois. Ce soir, les Bleus fermeront un chapitre ou écriront une nouvelle histoire. À l'heure de la traditionnelle promenade ce matin, les joueurs, enfermés dans leurs pensées, avaient forcément conscience de vivre une journée particulière. Brésil-France ou le songe d'une nuit d'été. Il y a l'excitation, le fait de rencontrer des grands joueurs aussi. Ça va être un beau stade, il va y avoir du monde. Il y a une place en demi-finale qui va se jouer. Et bien sûr, pour nous, en tant que joueurs, c'est un rêve, quoi. C'est magnifique. Les supporters français n'ont jamais été aussi nombreux au pied de l'hôtel depuis le début de la Coupe du Monde. Ils n'auront aperçu leurs idoles que quelques minutes. Cet après-midi, les rives du Main ont retrouvé leur quiétude. Aucune clameur pour troubler le repos des footballeurs. Le rituel est immuable. Sieste, collation, puis causerie du sélectionneur. On l'oublie souvent avec le Brésil. C'est une équipe qui a des qualités athlétiques, avec des joueurs qui ont des qualités athlétiques largement au-dessus de la moyenne, mais on parle toujours de leur technique. Mais physiquement, c'est aussi du solide. 42 000 privilégiés assisteront ce soir à la revanche de la finale 98. Les Bleus sont arrivés il y a 3 quarts d'heure au Waldstadion de Francfort, suivis de près par les Brésiliens. Le spectacle peut commencer. Nous vous retrouvons à Francfort. Manuel Tissier, est-ce que vous avez la composition de l'équipe de France? Alors pas encore, Raymond Domenech fait durer le suspense, il a encore 1 quart d'heure pour livrer officiellement cette composition, mais comme nous le disions depuis hier, il ne devrait pas y avoir de surprise, à savoir qu'il devrait reconduire le même schéma qui avait réussi contre l'Espagne, avec 4 milieux de terrain, Ribéry et Malouda, Zidane, et puis derrière Makelele et Vieira avec un seul attaquant, qui serait évidemment Thierry Henry. On attend évidemment de connaître les intentions précises de Raymond Domenech, mais il est certain que c'est encore une fois au milieu de terrain que va se gagner la bataille, et tout dépendra de la fraîcheur, de la solidarité des Français. S'ils montrent la même envie, la même volonté que face à l'Espagne, tout peut arriver. Mais attention, il y aura en face Ronaldo, et même si Ronaldo lui-même disait que Lilian Thuram, le défenseur français, était peut-être le défenseur qui lui avait posé le plus de problèmes, il y a tellement de talent dans cette équipe que tout peut arriver jusqu'à très tard dans la nuit ce soir. Merci Manuel Tissier. Les supporters sont arrivés en nombre à Francfort. Ils ont un moral de battant sur de la victoire. Francfort en bleu, blanc et rouge. Des supporters ont envahi le centre-ville avant de se rendre au stade pour un match qui a un parfum de finale. Loïc de la Mornay, Tristan Lebras. Enfin, ils sont là. Jusqu'ici, les Bleus étaient timides, invisibles ou simplement sans billets. Cet après-midi, les Gaulois ont enfin envahi les rues de Francfort pour la plus grande joie des amateurs de clichés tricolores. Allez Zizou, compte sur toi Zizou, oui. Allez les Bleus! Au menu, baguette sur la tête, danse de la chenille
et quelques chansons paillardes bien de chez nous au détriment de l'ennemi du jour, Ronaldinho. Allez Ronny, montre-nous tes fesses. Allez Ronny, montre-nous ton cul. On va gagner parce qu'on a vaincu l'Espagne. Alors maintenant, je ne devrais pas voir pourquoi on ne gagnerait pas le Brésil. On va aller boire une bonne bière, après on va se remotiver, on va être opérationnel pour 9 h, on sera au top. J'ai réussi à trouver une place ce matin pour 350 €. Mais bon, vu le marché qui est entre 500 et 1000 €, je m'en tire plutôt bien. Donc je suis assez content finalement. Tous nos petits soucis, ils s'enlèvent quand la France elle gagne. On n'a plus de soucis. On est tous unis. Et même si on se dispute, après on est tous frères, on est tous unis, on fait tous la fête ensemble. On va gagner la Coupe du Monde, oui. L'affiche mythique France-Brésil a tout décoincé. Jusqu'à présent, peu de supporters des Bleus s'étaient déplacés en Allemagne et pas grand monde n'y croyait. Il était même devenu difficile de trouver drapeaux et t-shirts français dans les magasins. Heureusement, les commerçants de Francfort ont commandé en urgence et en quelques heures ces accessoires indispensables à tout supporter. Fagnons, écharpes et surtout un remarquable stock de crêtes de coq tricolore. Bref, le bonheur. En France maintenant, pour ce premier jour de juillet, les vacanciers n'ont qu'une chose en tête, le mondial et la qualification rêvée de l'équipe de France qui ira en finale, vous verrez. Des écrans géants sont installés jusque dans les campings. Les plaisirs de la plage, ce sera pour plus tard. Antibes, Olivier Théron, Frédéric Serrelli. Au camping sur la Côte d'Azur depuis quelques semaines, les cigales s'arrêtent de chanter vers 17 h. C'est une autre rumeur qui occupe alors les allées. Un peu comme si les vacanciers venaient chercher autre chose que le calme et la tranquillité. Vous êtes arrivé quand? Ce midi. Premier travail, installer l'antenne. Et alors, elle nous a joué des tours, elle était très capricieuse, tout fonctionnait à merveille. Nous partons faire les courses, nous revenons de faire les courses, nous remettons la télé, plus rien ne fonctionne. Une fois les problèmes techniques résolus, au camping, le grand jeu, c'est le pronostic. Et ici comme ailleurs, on ne manque pas de spécialistes. La France est arbitrée par un Espagnol. Et j'ai peur que cet Espagnol qui fasse une petite gaffe pour que la France, non pas ne perde, mais au moins qu'elle prenne un but, déjà. Ah, vous le voyez comme ça, vous? Ah, moi je le vois comme ça, vous verrez, je ne vais pas me tromper. Hein. 2-1. 2-1 pour qui? 2-1 pour la France. Pour la France? Et j'espère qu'il y aura un bon arbitrage, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas été tellement gâtés. Hein. Pour l'heure, ce sont les Anglais qui chauffent les écrans géants mis en place dans le pub du camping. La bière coule à flot. Les Français optimistes viennent observer leurs futurs adversaires. On parle que du foot, que de la France. J'espère qu'on va faire un résultat ce soir. Pas de raison. On doit pouvoir passer ce soir. À mon avis, on passera. C'est très très difficile. Mais on a fait le plus dur. Les cigales vont se taire ce soir. Elles attendent de savoir qui du Brésil ou de la France va continuer à danser. Dans la capitale, là aussi, le cœur des Parisiens bat pour les Bleus. Et il y a déjà beaucoup de monde et d'ambiance au stade Charletti devant l'écran géant. Vous vous trouvez, Yann Franti? Oui, je vous confirme effectivement qu'il y a énormément de monde. Vous devez l'entendre derrière moi, il y a beaucoup de bruit. Et vous le voyez aussi sur les images qu'on a tournées il y a quelques minutes. Et la foule continue d'arriver, c'est impressionnant. Mardi dernier, pour le match France-Espagne, il y avait eu 20 000 spectateurs ici au stade Charletti, au cœur de Paris. Ce soir, les organisateurs attendent, tenez-vous bien, 30 000 personnes. La fête promet d'être belle. À l'image de la météo, l'ambiance ici est excellente et très chaleureuse. Et je peux vous dire que tous les supporters que l'on a croisés parlent d'une large victoire de Zinedine Zidane et des siens. Ce matin, un journal parisien avait fait un petit sondage et disait que 65% des Français croyaient aux chances des Français. Je peux vous dire qu'ici, 100% des supporters que nous avons croisés croient aux chances des Bleus. Voilà, on le vérifiera bien sûr dans quelques minutes. Merci Yann Franti. On part pour le Brésil qui vit à l'heure décalée du match contre les Bleus. Dans ce pays où le football est roi, tous seront devant la télé pour suivre en direct la victoire espérée de leur équipe. À Rio, la ferveur des supporters, Martine Laroche-Joubert et Pascal Jouffriot. Les plages de Rio quasi désertes ce matin comme avant chaque match. Mais aujourd'hui, la ville retient son souffle davantage que d'habitude. Le Brésil espère effacer la honte de la défaite de 98. Oublier la correction infligée par les Bleus. Les touristes français regarderont le match avec précaution tout de même. J'ai prévu de porter une tenue de Brésilien, même si je supporte la France. Mais les Brésiliens sont habituellement très tolérants vis-à-vis du beau jeu et quelque part il y a une sorte de respect qui
qui se lit dans les propos qu'ils tiennent sur le football français. Et on va se rapprocher des zones où il y a vraiment l'ambiance, un petit café, là on va s'installer autour d'eux, comme on avait déjà vécu le premier, puis on va essayer de vivre, mais discrètement quand même, parce que là on ne sait pas comment le match va évoluer. Hein. Pour un pronostic autorisé, nous rencontrons Robert Dinamite, le 3e buteur de l'histoire du Brésil, après Pelé et Romario. Il a marqué dans la Coupe du Monde 1978. Les Français ont retrouvé le moral avec une équipe expérimentée et des joueurs de grand talent. Mais je crois en l'équipe brésilienne, sa jeunesse et sa créativité inégalables. Dans ce quartier populaire, un écran géant est déjà installé quelques heures avant le match. Une occasion de délirer. Zidane, on va te faire valser, crient les supporters. La retraite de Zidane, annoncée ici par tous les journaux, aura-t-elle lieu aujourd'hui? Pour les Brésiliens, ça ne fait aucun doute. C'est une surprise. Le Portugal s'est qualifié il y a quelques instants pour les demi-finales en battant l'Angleterre de Beckham après l'éprouvante séance de tir au but. Christophe Duchiron. Ça n'est plus un stade de foot, c'est le port de l'angoisse. Il est 19h45, le bout du match, la dernière séance des pénaltys. Et le Portugais Ronaldo a le tir de la victoire au bout du pied droit. Heureux Portugal, qualifié pour les demi-finales du mondial, vainqueur de la guerre des nerfs. Cruel contraste avec les Anglais qui ont perdu le match mais pas leur honneur au cours d'une après-midi à rebondissement. En effet, la deuxième période de l'Angleterre avait viré au fait divers. 50 minutes de jeu, Beckham quitte ses copains en raison d'une blessure. En t-shirt gris, sa femme l'applaudit. 5 minutes plus tard, Beckham est en larmes, pas à cause de sa femme mais de la blessure qui est grave. À l'heure de jeu, accrochage diplomatique anglo-portugais. Wayne Rooney finit par essuyer sa chaussure sur le short d'un adversaire. Et vu l'endroit où il vise, ça manque singulièrement de courtoisie. Arrive alors le Portugais Ronaldo, qui joue toute l'année avec Rooney à Manchester. Ronaldo demande à l'arbitre la tête de son frère de club, qui est aussi son ennemi d'un jour. Si ça ne manque pas de fair play, qu'est-ce que c'est? Les Anglais vont finir le match à 10. C'est alors une drôle de rencontre qui va s'engager. Les Portugais à 11 ont peur de perdre, les Anglais à 10 font tout pour gagner. Petite différence numérique qui faillit tourner à l'avantage des Blancs en fin de rencontre. La première fois, Lennon rate sa reprise. Et la deuxième fois, c'est son copain John Terry qui est contré in extremis. 0-0 à la fin du temps réglementaire, 0-0 après les prolongations. Alors sonne l'heure de la séance des tirs au but, le jugement dernier des footballeurs qui n'arrivent pas à se départager. Les Anglais vont craquer à 3 reprises, les Portugais, eux, vont marquer 3 pénaltys sur 5. Admirable de courage et de volonté, les Anglais sont éliminés. Il leur reste ce soir un chagrin à noyer et à Madame Beckham ses yeux pour pleurer. En effet, on peut lire sur les visages la déception des Anglais à Manchester comme ailleurs. Ils y ont cru jusqu'au dernier moment. À Paris, où vit une importante communauté portugaise, bien sûr, c'était la joie parmi les supporters après un match rempli de suspense. Romain Mézier et David Fossard. Le match se joue en Allemagne, mais ici, le Portugal est à domicile. Dans ce bar du 15e arrondissement de Paris, la communauté portugaise s'est retrouvée. Tout le monde croit à la victoire contre l'Angleterre et à une certaine demi-finale. Vous y croyez? Ah moi, oui, j'y crois très bien. J'espère qu'on va être qualifié. Ça ferait un plaisir d'ailleurs pour retrouver l'équipe de France. J'espère qu'on va gagner. Combien 2-0 au Portugal. Une demi-finale Portugal-France. Portugal-France, oui, on aime bien. Ça serait bien? Oui, ça serait bien pour le Français, pour nous. Le début de match est serré, la ferveur est à son comble. Certains ont commencé les prières depuis longtemps. Mi-temps, 0-0, on y croit toujours. Ah, toujours. Toujours, jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. J'espère que c'est la dernière à mourir. Même si elle est tir au but? Ah, même si elle est tir au but. Toujours. Le bar se soulève, pas pour un but, mais un carton rouge pour l'Anglais Rooney. 0-0 pourtant à la fin du temps réglementaire, mais l'optimisme ne faiblit pas. La prolongation, on va les prendre 2-0. Ah non, mais sans problème. C'est joué d'avance déjà, c'est marqué déjà. Pourtant, malgré les cris et les chants, rien n'évite les tirs au but. La tension est à son comble, jusqu'à la délivrance. Les rues de Paris sont à eux, en attendant les Bleus. Voilà pour le mondial.
Ce samedi, classé orange sur les routes de France, les premiers départs pour les juilletistes. Le soleil est au rendez-vous et la chaleur qui a accompagné les automobilistes tout au long de la journée. Le point avec Hélène Vergne. Lui, c'est sûr, a eu un petit coup de fatigue. D'autres encore cherchent l'ombre sur le chemin des vacances. 37 degrés à Montpellier, plus encore sur le bitume de l'autoroute. Mais qu'importe. Madame conduit, alors je surveille. Pour l'instant, à 10 sur 10. Espérons arriver jusqu'à là, jusqu'à bon port, quoi. Moi, j'aime la chaleur, alors ça va. Jusqu'à 50, je supporte. Jusqu'à 4500 véhicules à l'heure entre Nîmes et Montpellier. Mais personne ici n'a songé à décaler l'heure du départ pour savourer chaque jour de vacances. Alors il faudra faire avec les ralentissements. On va y avoir droit, bah oui, je crois, oui. Vu le monde sur la route, oui. On n'aura pas le choix. Bah, c'est tant pis, c'est pas grave. On a le temps, on est en vacances. On va pas au travail, donc ça va. L'affluence, les jours de départ, les stations d'autoroute ont appris à la gérer. En une seule journée, 1600 sandwichs engloutis et 2000 bouteilles achetées. Alors forcément, rien n'est laissé au hasard. Nous avons un système informatique qui permet de gérer le stock à l'article près. Donc en fonction du taux de roulage et bien sûr en fonction de notre évolution à la semaine, on peut faire des prévisions qui sont relativement justes pour préparer nos commandes. Et pour satisfaire la clientèle, rien de mieux que ces petits extras lors des grosses chaleurs. J'adore ça, il fait très très chaud, c'est excellent, excellent, un plaisir. Plaisir et surtout prudence recommandée en cette période de canicule. Mieux vaut éviter la surchauffe, quelle qu'elle soit. Alerte en effet à la canicule dans 9 départements, dans le sud-est depuis hier, mais aussi à Paris et aux alentours, sont concernés par ces températures qui vont atteindre jusqu'à 37 degrés dans le sud, des températures au-dessus de 20 degrés la nuit. Le Vaucluse, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, où le plan canicule est déjà au niveau 2. Météo France place 2 autres départements, la Drôme et le Gard en plus faible vigilance. Enfin, à partir de demain, la région parisienne est touchée. On attend jusqu'à 34 degrés dans l'après-midi. Le Technival, cette envolée du thermomètre peut incommoder les personnes les plus fragiles, on l'a dit, et en particulier les personnes âgées. Évitez donc la chaleur et modifiez vos habitudes. Le Technival de l'été sur l'aérodrome de Vannes dans le Morbihan, 25 000 rêveurs sont sur place depuis la nuit dernière. Pas d'incident particulier, la fête est encadrée par des équipes sanitaires et des gendarmes. Au total, ce sont 40 à 50 000 personnes qui sont attendues cette nuit. Des tuffeurs qui comptent regarder le match sur des écrans géants, nous disent les organisateurs. Dans l'actualité de ce samedi en Alsace, le corps sans vie d'une jeune fille de 20 ans a été retrouvé dans le petit village d'Offendorf. Une enquête a été ouverte, une autopsie sera pratiquée en début de semaine. Anouk Burel, Marie Cazot. Les recherches se poursuivent depuis plus de 24 heures, dans les moindres recoins. Mystérieuse affaire, dans ce quartier paisible d'un petit village alsacien. 13h30, hier, une jeune femme de 20 ans est retrouvée morte dans la maison de son amie. Elle était venue arroser les fleurs. Son corps porte les traces d'une agression violente à l'arme blanche. Personne n'a rien vu, rien entendu. La victime a été découverte par son père et ce voisin qui témoigne à visage caché. C'était horrible, quoi. On a cassé la vitre pour pouvoir rentrer et les pompiers sont venus tout de suite après, quoi. C'est une image en fait qui restera dans ma tête. C'est quelque chose que je pense que ça sortira plus. Ou alors peut-être avec quelques années et encore, j'espère, parce que pour moi c'est dur, quoi. Cette jeune femme et son père connaissaient la victime, ils habitent juste à côté. C'est incroyable. Bon, à part ça, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Non, qu'ils ne connaissent pas, c'est qu'au plus vite, oui. on sache ce qui s'est passé et qu'on attrape ceux qui ont fait ça. Je veux dire, ça c'est pour rassurer, entre guillemets, tout le monde, quoi. L'enquête s'annonce difficile. Il n'y a pour l'heure pas de mobile avéré, pas de traces d'agression sexuelle, pas d'effraction dans la maison. C'est un meurtre dont l'élucidation peut être effectivement difficile. On y travaille dans le cadre d'une enquête qui, encore une fois, se construit sur des éléments précis et non sur des supputations. Les résultats de l'autopsie, attendus lundi, permettront sans doute d'éclaircir un peu plus le mystère. En Belgique, dans la plus grande intimité, se sont déroulées ce matin les obsèques de la petite Nathalie, 10 ans, dont le corps a été retrouvé mercredi à Liège. Selon le souhait des parents, seule la famille, les proches et les élèves de l'école ont été admis dans la petite église sur les hauteurs de Liège. Les plus hautes autorités belges étaient représentées. Les funérailles de Stécie auront lieu lundi. Celles-ci seront retransmises en direct à la télévision.
Contre les expulsions de sans-papiers dont les enfants sont scolarisés en France, plusieurs milliers de personnes ont défilé cet après-midi à Paris dans le cortège des parents d'élèves, des enseignants, des représentants de nombreuses associations aux côtés de politiques de gauche et d'extrême gauche. Florence Bouquilla, Bruno Vinet. Au rythme des percussions, sous un soleil éclatant, ils sont plusieurs milliers, unis par un même combat contre l'expulsion des étrangers sans papier. En tête de manif, gauche et extrême gauche réunis, Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn, Arlette Laguillet et Olivier Besancenot. Ce qu'on est venu réclamer là immédiatement, c'est qu'il n'y ait aucune expulsion des enfants de parents sans papier, que la fin du délai qu'on a obtenu grâce à une première mobilisation, elle prend fin et qu'on peut compter que sur nos propres forces. Ils sont aussi là, les enfants sans papier. Certains sont nés en France, d'autres ont immigré il y a quelques années. Aux côtés de leurs parents, ils n'ont pas forcément conscience des risques d'expulsion qui planent au-dessus de leur tête. Tu es en quelle classe CM2. Tu as peur d'être expulsé Non. Tu as des papiers, toi Non. Derrière eux, comme pour les protéger, le réseau Éducation sans frontières qui défend les enfants scolarisés sans papier et leurs familles. Selon l'association, près de 100 000 personnes. À Paris, la préfecture de police étudiera dès mardi prochain l'éventuelle régularisation des premières familles. Après le feuilleton boursier de ces dernières semaines qui aboutit au mariage d'Arcelor avec l'Indien Mittal Steel, y aura-t-il une alliance cette fois-ci entre Renault et l'américain General Motors? La piste est sérieuse. Le constructeur automobile français admet l'éventualité, mais rien n'est encore conclu. Séverine Lebrun. D'un côté, le constructeur français Renault, de l'autre, le japonais Nissan, une alliance industrielle réussie. Un troisième partenaire pourrait bientôt les rejoindre, l'américain General Motors. Le numéro 1 mondial du secteur cherche une sortie de crise. Malgré sa place de leader, ses finances sont désastreuses. Plus de 10 milliards et demi d'euros de pertes en 2005, 30 000 suppressions d'emplois prévues. Rejoindre l'alliance Renault-Nissan serait pour l'américain l'occasion de rationaliser ses coûts, mais aussi de profiter de l'aura de Carlos Ghosn, le nouveau PDG de Renault, mais surtout le sauveur de Nissan. En quelques années, il a redressé le constructeur japonais, alors en plein naufrage. Pour l'instant, rien n'est joué. Cette alliance est encore à l'étude. Mais si elle a lieu, Renault-Nissan prendrait une part dans le capital de General Motors. Une décision qui mérite réflexion. Dans les années 80, Renault s'était déjà lancé dans l'aventure américaine. Un fiasco qui lui avait coûté des centaines de millions d'euros. L'actualité au Proche-Orient. Le soldat israélien capturé il y a quelques jours lors d'une attaque palestinienne a été blessé par 3 coups de feu et soigné par un médecin, prend-on des autorités palestiniennes. De son côté, la télévision israélienne confirmait hier soir que le soldat est vivant et soigné pour ses blessures. Des efforts diplomatiques n'ont pas abouti pour l'heure. On parle d'impasse pour l'instant dans les négociations. En Chine, c'est le président Hu Jintao en personne qui a inauguré la ligne de chemin de fer la plus haute du monde. Désormais, le Tibet sera relié par voie ferrée au reste du pays, un événement qui a aussi une valeur politique évidente. La ligne culmine à plus de 5000 mètres d'altitude et de fait, les wagons sont pressurisés. Ce train en partant de Pékin rejoindra Lhasa, la capitale du Tibet, en 2 jours. Gilles Rabine, Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. Aucun train jamais n'était parvenu à rouler aussi haut, plus de 5000 mètres au pied de la montagne de la Perle de Jade, sur les hauts plateaux du Tibet. Un dragon de fer danse sur le toit du monde, dit la banderole, un véritable exploit technique qui a demandé la construction de plus de 2500 ponts et 11 tunnels. 100 000 ouvriers et paysans ont été mobilisés, mais aussi des prisonniers politiques et de droit commun. Le Tibet reste encore aujourd'hui le plus grand goulag de la planète. Tous ont dû travailler pendant 5 ans dans des conditions extrêmes. Nous n'avons déploré aucun mort à cause de l'altitude. Cela tient du miracle. Le train relie Pékin à Lhasa, la capitale du Tibet, à 100 km/h, sauf là où la terre reste gelée toute l'année. Le voyage dure 48 heures et coûte 80 €, presque un mois de salaire d'ouvriers chinois. Les compartiments sont pressurisés et les sièges équipés de masques à oxygène en cas de panne, comme dans les avions. Le train le plus haut du monde est sans doute aussi le plus politique. Il va permettre d'accélérer la colonisation de la province rebelle du Tibet.
C'est pourquoi ce matin, l'inauguration était grandiose. Le président chinois en personne s'est déplacé. Il faut dire qu'il a longtemps été le gouverneur à poigne du Tibet. Le 90e anniversaire de la bataille de la Somme, la plus meurtrière bataille de la Première Guerre mondiale. Les cérémonies ont débuté ce matin. Le prince Charles et Camilla participaient à cette commémoration au mémorial franco-britannique. Politique, le projet du Parti socialiste pour 2007 a été adopté lors de la Convention nationale à Paris devant les délégués. Laurent Fabius est notre invité, nous l'écouterons dans un instant. À la tribune, François Hollande a appelé la gauche au rassemblement. C'est le temps des idées, pas de la désignation du candidat, a répété le premier secrétaire du PS, Jeff Wittenberg. Est-ce que Lionel Jospin peut rassembler la gauche? Lionel Jospin est le mariage de Ségolène Royal. Loin de l'ordre du jour officiel qui devait être le projet du parti, aujourd'hui c'était un peu les questions d'actualité au PS. Et d'abord donc le possible retour de l'ancien Premier ministre. On ne revive pas 2002. Alors justement, en connaissance de cause, chacun réfléchira et fera le bon choix, j'en suis sûr. Lionel Jospin est à la fois quelqu'un pour lequel j'ai une grande estime, mais en plus c'est un ami. Et même certains le savent, c'est mon témoin de mariage. La seule chose que je puisse dire, c'est que moi, je serai candidat lorsque les candidatures seront ouvertes. Pas de témoins de mariage pour Ségolène Royal et François Hollande pour l'instant, malgré la proposition que leur a faite le président polynésien Oscar Temaru, une cérémonie à Tahiti. On a reçu cette invitation, c'est très gentil, très romantique, mais ça n'est pas d'actualité. À en croire le PS, ce sont les Français qui seront à la noce en 2007, quand la droite aura été battue. Jacques Chirac n'est plus la cible, c'est désormais Nicolas Sarkozy. Il veut inventer la France d'après. C'est donc que la France d'aujourd'hui ne le plie guère. Mais c'est la sienne. Elle lui ressemble. C'est celle qu'il a voulu. Avec ses amis. Et s'il n'en est pas heureux, qu'il parte. Comme un seul homme ou presque, les socialistes ont voté aujourd'hui leur projet. Au milieu de la salle, encore un militant qui avait visiblement la tête ailleurs. Laurent Fabius, bonsoir. Cette semaine, Lionel Jospin s'est montré disponible pour 2007. Comment vous réagissez à cette éventuelle candidature? Elle vous surprend? Non, mais d'abord un mot sur ce qui préoccupe ce soir nos compatriotes, hein, parce qu'il faut être clair, je crois que tout le monde a l'esprit tourné vers le football. Si on arrive à surmonter l'Everest brésilien, je pense qu'on est bien parti. Alors, par rapport à votre question, oui, Lionel Jospin a dit qu'il était disponible. Moi, j'ai interprété ça comme une contribution au débat, pas comme une candidature ferme. Voilà où on en est. Vous pensez que Lionel Jospin, c'était une éventuelle réponse à la candidature de Ségolène Royal, à son envolée dans les sondages? Elle est créditée de plus de 50% dans un sondage à Paris. Oui, mais alors, Mme Schoenberg, ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit clair entre nous et au-delà de nous. Les sondages 10 mois avant les élections, ça n'a strictement aucune valeur. Avec les sondages, vous le savez comme moi, c'était M. Balladur qui était élu président de la République, François Mitterrand n'était pas élu, etc. Donc il faut se concentrer sur le fond. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, je pense que beaucoup de Français en ont assez de l'orientation gouvernementale. La situation économique n'est pas bonne, la situation sociale non plus. Il y a des bisbilles, et même plus que des bisbilles au niveau du gouvernement, donc il faut changer. Et c'est pas en reprenant les équipiers actuels qu'on va pouvoir changer. D'où le projet socialiste, dans lequel je me retrouve totalement, parce que ces valeurs de liberté, de responsabilité, de solidarité sont les miennes. Les propositions sont bonnes, augmentation du SMIC, des petites pensions, bouclier logement, service civique obligatoire. Donc c'est le ciment, le projet socialiste, c'est le ciment, ce sont les valeurs de gauche. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin, vous, dans ce projet? Oui, je vais l'enrichir, bien sûr, mais sans le trahir. Parce que ce qui est essentiel, c'est non seulement les propositions concrètes qui vont permettre de sortir la France de ces difficultés, mais c'est le rassemblement de la gauche. Est-ce que vous croyez que tous les candidats, justement, vont l'appliquer, ce projet, honnêtement? J'en suis pas sûr, mais moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, je serai tout à fait fidèle à ce projet en l'enrichissant. Parce que l'élément central du projet, c'est que c'est un projet de rassemblement à gauche. Je pense qu'on est tout à fait bien parti pour battre M. Sarkozy, qui sera le candidat vraisemblable à droite, à condition qu'on ne dévie pas d'une ligne de rassemblement à gauche. Et en ce qui me concerne, je pense être le mieux placé pour rassembler à gauche, compte tenu des positions qui sont les miennes. Alors vous parlez de football, vous parlez de rassemblement. Il y a quand même beaucoup de candidats au PS sur la ligne de départ ou sur le terrain, au risque peut-être de marquer contre son propre camp. Il faut faire attention. D'abord, on peut avoir un débat sur le fond, on doit avoir un débat sur le fond, mais jamais d'attaque de personne. Mais il doit y avoir moins de candidats?
Est-ce qu'il y a une éducation politique possible? Chacun est libre. Vous savez, être président de la République, ça demande d'abord une expérience solide. Ça demande qu'on balaye devant sa porte parce qu'on n'a pas tout réussi dans le passé, sinon on sera encore au pouvoir. Et ça demande surtout qu'on soit tendu vers le futur pour arriver à faire repartir la France. Moi, je crois que la France a d'énormes atouts. Simplement, il faut plus de justice, plus d'efficacité, et c'est ça que je porte. Donc, alors, on reste dans le football. Finalement, l'âge du capitaine, c'est une expérience, c'est un atout, y compris en politique. Oui, enfin, il ne faut pas non plus qu'il soit trop âgé, mais sans prendre de comparaison déplacée, on peut être dans les vétérans et pas avoir beaucoup de cheveux et que ça marche. Alors, Laurent Fabius, clairement, s'affronter aux idées que développe Ségolène Royal, c'est pas un sujet tabou aujourd'hui. Il n'y a rien de tabou. Moi, encore une fois, pas d'attaque personnelle. Débat sur le fond. Je ne suis pas blairiste, je suis socialiste. Je pense que si on se situe sur les terrains de la droite, on ne va pas s'en sortir. Il faut donc être clair, c'est sur le terrain économique et social qu'on peut gagner, et c'est ça que je pense. Alors, juste une toute petite question. Vous avez été plutôt agacé ces derniers temps en disant que le médiatique prenait le pas sur le politique. Est-ce qu'il y a une certaine pipelisation des candidats à gauche en ce moment? Pas seulement des candidats à gauche, Madame Schoenberg, et à droite. Mais pour moi, la position est claire. Ce qu'on attend des responsables politiques, c'est de proposer des projets, de proposer des idées, et pas de mettre en scène leur vie privée. Merci Laurent Fabius d'avoir répondu à nos questions. Le Tour de France, eh bien, c'est parti, un peloton sans favori après l'élimination de Jan Ullrich et de plusieurs autres coureurs impliqués dans une affaire de dopage en Espagne. Le Tour qui reprend ses droits aujourd'hui avec le traditionnel prologue, et c'est un Norvégien qui s'est emparé du premier maillot jaune à Strasbourg. Julien Benedetto, José Boulestex. Silence. Thor Hushovd attend fébrilement le verdict. L'Américain Zabriskie est battu. Le Norvégien remporte donc sur le fil le prologue. Ce spécialiste du sprint est le premier maillot jaune du Tour de France, à la surprise générale. Quand on gagne le prologue, on gagne une étape pour gagner le maillot jaune, le maillot vert. Ça peut pas commencer mieux que ça, et ça c'est un jour fantastique pour moi. Les fausses notes d'hier en matière de dopage ont laissé quelques traces chez les chauds partisans d'un sport propre. Le public strasbourgeois n'est pas rancunier. Il a fêté avec enthousiasme le Tour de France et ses coureurs. Je crois que c'est important que la vérité à un moment donné sorte, ça c'est sûr, hein, mais bon, ça ne doit pas gâcher la fête quand même. Dans ce contre-la-montre de 7 km, le seul Français à rivaliser avec les meilleurs fut comme d'habitude Christophe Moreau, finalement 15e à 13 secondes du vainqueur. Toute l'Alsace attendait Thomas Voeckler. L'enfant du pays termine à une modeste 55e place, mais à l'arrivée, il avait d'autres raisons d'être heureux. Ma foi, nous, quand on nous enlève des tricheurs, juste des tricheurs officiellement tricheurs, quoi, des mecs qui ont triché de façon avérée et prouvée par la justice, justement, nous, on est plus satisfaits que l'inverse, c'est sûr. Les spécialistes du contre-la-montre ont donc été dominés par un pur sprinter. Pour 73 centièmes, soit un écart de 10 mètres, Thor Hushovd devance l'Américain Incapi et s'offre le maillot jaune pour la deuxième fois de sa carrière. Quand le mondial s'invite sur le Tour de France, on peut aimer le cyclisme et se passionner aussi pour le match de l'équipe de France ce soir. De Strasbourg à Francfort, on est sur la même ligne. Nathanaël Deringsa. Le match n'a pas encore commencé, mais l'équipe de France est déjà dans tous les esprits. Les coureurs sont pressés de partir, pressés d'en découdre, pressés d'arriver aussi. Ce soir, il y a foot. Le pronostic pour ce soir 2-1 pour la France. Cet après-midi, la route du Tour avait une teinte légèrement bleutée. Le temps d'une journée, la plus grande course cycliste de la planète s'adapte à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, le prologue est un peu plus tôt. Il se termine à 16h15 parce qu'il y a un quart de finale à 17h. Sur le Tour, les Bleus jouent à domicile, mais le Brésil a aussi son supporter. Vous n'avez pas le sentiment d'être isolé là aujourd'hui? Non, du tout. Du tout. Ah, on est plusieurs, mais ils sont bien cachés les autres. Il faut dire que sur le Tour, le jaune brésilien est une couleur très répandue. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences. Le fait que vous ayez une chemise jaune, ça veut dire que vous allez soutenir le Brésil ce soir ou pas? Moi, je vais soutenir le bon jeu. Bon, le cœur est quand même le blanc-rouge. Ça y est, dans les rues de Strasbourg, les coureurs sont tous passés. L'autre match peut commencer. Je suis pas très fanatique de football, mais bon, c'est des matchs sérieux et je vais regarder la France comme tout le monde. Ce soir, les Français du peloton vont supporter leurs collègues du ballon rond. Une belle victoire face au Brésil, rien de tel pour se forger un moral d'acier
avant d'attaquer le Tour de France. Après un démarrage morose mercredi, les soldes connaissent un regain d'intérêt ce week-end, sans doute grâce à l'effet beau temps et à des rabais pouvant déjà atteindre 70%. Christelle Marty, Olivier Robert. Les tongs sont de sortie, les clients aussi. Un premier week-end de soldes avant les vacances d'été où on fait le plein de tous les côtés. L'hiver a été rude, alors là avec l'été, on a envie de se faire plaisir. Hein. Ouais. Les robes sont super pour l'été, donc c'est toujours mieux de l'acheter en solde que de l'acheter... Voilà, puis j'en ai déjà une, donc je la connais, et donc si je peux en avoir une deuxième. Mercredi dernier, plus de 100 000 personnes sont venues au printemps Haussmann, plus de 150 000 produits vendus, un chiffre très spectaculaire, 15 000 paires de chaussures vendues sur ce premier mercredi. On peut s'attendre aujourd'hui, samedi, à des chiffres à peu près équivalents. Alors tout va bien sous le soleil. Les remises augmentent comme la température, jusqu'à 70% de rabais, de quoi faire des heureuses. C'est très bien les prix, oui. Parce que normalement on paraît très cher pour nous. Après avoir trouvé chaussures à son pied, direction le stand de massage. Ah, entre deux achats, les petons des clients sont chouchoutés pour repartir d'un bon pied. En beige, oui. Myriam, tu peux lui donner la 39 en beige. Même les petites boutiques font le plein. Pendant les soldes, chaque ménage français dépense en moyenne un peu plus de 100 €. Pour les commerçants, c'est 15% du chiffre d'affaires annuel. Un rendez-vous incontournable qu'il ne faut donc pas rater. Le premier grand festival rock de l'été a démarré hier. Les Eurokéennes de Belfort, 18e édition, avec des dizaines de concerts au programme. Une affiche très alléchante. Olivier Lenuzza, Zindenberghus. D'entrée, les Eurokéennes frappent un grand coup. Coup, stroke en anglais. En américain, cela donne 5 New-Yorkais. Les Strokes, une référence. Sur l'île de Malsaucy, près de Belfort, les Eurokéennes accueillent des valeurs sûres et offrent carte blanche à des inconnus, des anonymes qui n'ont jamais touché à une guitare, une batterie, et qui pourtant vont se produire dans l'un des plus grands festivals de rock en France. Je pense qu'avant de monter sur scène, ça va être très stressant. Ouais. Passer de l'autre côté, j'y croyais pas, surtout avec mon instrument. C'est très rare. Ils sont 56, tous élèves de l'École nationale de musique de Belfort. Ce soir, ils vont jouer avec le groupe Dionysos, quand le classique rencontre le rock. C'est hyper casse-gueule, c'est bien, mais c'est hyper vivant et c'est pas un exercice de style. Sous la direction de 2 chefs d'orchestre, ils ont joué ensemble 4 jours en février, 4 jours cette semaine, 8 jours seulement de répétition avant le grand soir. Je suis les Eurokéennes, putain, je suis bluffée. Ah, c'est très fort. Franchement, chanter devant autant de personnes, c'était vraiment super impressionnant. Merci beaucoup. Après plus d'1 heure de concert, le chanteur et le chef d'orchestre sont tombés. Le début d'une passion, et ça, même dans le monde dissolu du rock, ce n'est pas classique. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de Qui m'aime me suive de Benoît Cohen avec Romane Boringer et Mathieu Demy dans le rôle d'un médecin qui décide de changer sa vie. Pascal Deschamps, Frédéric Bon. On entre en médecine comme on entre en religion. On a beau dire Qui m'aime me suive, lorsque Max, médecin-chef dans un grand hôpital parisien, décide de tout plaquer pour réformer le groupe de rock de son adolescence, peu de gens le suivent. Attends, t'es un peu déprimé. T'es complètement dingue. Je plaque tout, une situation en or, parce que j'y crois dur comme fer. Si je fais pas ça maintenant, je le ferai jamais. C'est le cas de beaucoup de gens qui, par les hasards de la vie, par le manque de possibilités, ne vont pas au bout de leur rêve d'adolescence. Et souvent, c'est pas un problème, c'est-à-dire qu'on fait une croix dessus et puis on passe à autre chose. Et pour lui, ça l'est parce que ça fait vraiment partie intégrante de qui il est. Parmi ceux qui ne le suivent pas, justement, sa femme, Anna. Voilà mon corps. Pour Romane Boringer, une telle décision demande de l'inconscience, mais aussi du courage. Je peux pas croire que t'aies tout sacrifié pour ça. C'est très difficile d'être libre. C'est quelque chose qui n'est pas gagné et qui se pense et qui
et qui s'empoigne quand même, la liberté. Oui, parce que mais même de plus en plus, tellement les gens... L'avenir est par moments tellement effrayant et on est plutôt dans une recherche de sécurité. Moi, je le prends par les cornes, je le mate, je l'entraîne où je veux le destin. Ça vous ferait plaisir de savoir que, je sais pas, un spectateur a changé de vie après avoir vu votre film? C'est sûr qu'on a voilà, c'est vrai qu'on a eu déjà, on a fait pas mal de débats et tout, et puis des gens chez qui ça résonne très fort. L'histoire de Max touche les gens parce qu'elle est sympathique et belle, mais elle est belle aussi parce qu'elle est improbable. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h50, Fort Boyard. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver évidemment demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.